Je vais créer un script en français sur la bataille de Mohacs, 1526, en suivant la structure narrative fournie. Voici le script complet. Avez-vous déjà imaginé perdre tout ce que vous avez construit en seulement 2 heures? Tout votre travail, vos sacrifices, vos victoires passées, tout réduit à néant en 120 minutes de chaos absolu. C'est l'une des pires craintes de l'humanité, n'est-ce pas? Cette sensation que peu importe combien vous êtes préparé, peu importe votre expérience, un seul moment d'erreur peut tout détruire. La plupart d'entre nous vivons avec cette peur enfouie quelque part. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il y a 500 ans, un royaume entier a vécu exactement ce cauchemar? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment 20 000 soldats ottomans ont littéralement effacé de la carte l'un des royaumes les plus puissants d'Europe en seulement 2 heures. Et le plus troublant, les leçons de cette catastrophe résonnent encore aujourd'hui dans nos propres défis. Préparez-vous, car cette histoire va vous montrer que parfois, l'excès de confiance est plus mortel que n'importe quel ennemi. Le 29 août 1526, à l'aube, le soleil se levait sur les plaines de Mohacs, au sud de la Hongrie, révélant un spectacle qui aurait dû inspirer la confiance. 25 000 soldats hongrois, l'élite militaire d'un royaume qui avait résisté aux invasions ottomanes pendant près d'un siècle, se tenaient en formation parfaite. Leurs armures reflétaient la lumière du matin comme des milliers de miroirs d'acier. Le roi Louis II, à peine 20 ans, observait ses troupes depuis son cheval de guerre, entouré de la fine fleur de la noblesse hongroise, archevêques bénissant les bannières, chevaliers ajustant leurs aumes, canons alignés avec précision militaire. Tout suggérait une armée prête à défendre sa patrie. Face à eux, à 3 kilomètres de distance, campait l'armée de Soliman le Magnifique. 21 000 soldats ottomans seulement, dont 12 000 janissaires, ces guerriers d'élite qui n'avaient jamais connu la défaite depuis leur création. La mathématique semblait favorable aux Hongrois. 25 000 contre 20 000. Avantage numérique, terrain familier, motivation de défendre leur terre natale. Pourtant, en moins de 2 heures, ce royaume vieux de 5 siècles allait disparaître dans un bain de sang si catastrophique que les chroniqueurs ottomans eux-mêmes décriront la scène avec un mélange d'admiration et d'horreur. Pour comprendre comment une telle catastrophe fut possible, il faut remonter 3 ans plus tôt, quand les premiers signes de la tempête apparurent aux frontières hongroises. En 1523, Soliman le Magnifique, sultan de l'Empire ottoman depuis seulement 3 ans, avait déjà conquis Belgrade, la forteresse qui gardait les portes de la Hongrie depuis des décennies. Cette perte stratégique aurait dû sonner l'alarme à Buda, la capitale hongroise. Au lieu de cela, la cour royale s'était enfoncée dans des querelles de pouvoir qui paralysaient toute réponse militaire cohérente. Le jeune roi Louis II, couronné à 10 ans après la mort de son père, avait grandi entouré de nobles plus intéressés par leurs privilèges que par la défense du royaume. La reine Marie de Habsbourg, son épouse et sœur du futur empereur Charles Quint, suppliait régulièrement son frère d'envoyer des renforts. Les lettres désespérées qu'elle envoyait à Vienne décrivaient un royaume au bord du gouffre, une noblesse fragmentée, une armée sous-financée et un roi trop jeune pour imposer l'unité nécessaire face à la menace turque. Mais Charles Quint, occupé par ses guerres en Italie et ses conflits avec François Ier de France, ne pouvait offrir que des promesses vides. Le pape Clément VII, théoriquement le protecteur de la chrétienté, était lui-même prisonnier politique après le sac de Rome par les troupes impériales en 1527. L'Europe chrétienne, fragmentée par des rivalités dynastiques et des conflits religieux naissants, regardait la Hongrie affronter seule la puissance ottomane. Ce qui rendait la situation vraiment désespérée, c'était la supériorité technologique et organisationnelle des Ottomans. Soliman commandait un empire qui s'étendait de l'Algérie à la Perse, générant des revenus annuels qui dépassaient ceux de tous les royaumes chrétiens combinés. Ces janissaires, arrachés à leur famille chrétienne dès l'enfance et entraînés pour ne connaître que la guerre, formaient la première armée professionnelle permanente d'Europe. Leur discipline était légendaire, leur loyauté absolue. Leur efficacité au combat dépassait tout ce que les armées féodales européennes pouvaient produire. Au printemps 1526, les espions hongrois rapportèrent la nouvelle terrifiante. Soliman préparait une invasion massive avec pour objectif affiché la destruction totale du royaume hongrois. Les rapports parlaient de 100 000 hommes, 300 canons et des réserves logistiques suffisantes pour soutenir une campagne de plusieurs années. La vérité était légèrement moins catastrophique, mais suffisamment effrayante. L'armée ottomane qui franchit le Danube en juillet comptait environ 100 000 hommes,
Mais seuls 20 000 constituaient la force de frappe principale, les janissaires et la cavalerie sipahi d'élite. Si vous appréciez cette histoire impossible, laissez votre like pour soutenir la chaîne et aider plus de gens à découvrir ces leçons de courage face aux probabilités insurmontables. Le 24 août 1526, le Conseil de guerre royal se réunit au château de Buda dans une atmosphère de panique à peine contenue. Les messagers arrivaient chaque heure avec des nouvelles de plus en plus alarmantes. L'armée ottomane progressait vers le nord à une vitesse qui défait toute logique militaire. 100 000 hommes se déplaçant comme une machine parfaitement huilée, leur ligne de ravitaillement fonctionnant avec une efficacité que les Hongrois ne pouvaient même pas imaginer. Le jeune roi Louis II écoutait ses conseillers se disputer sur la stratégie à adopter. Paul Tomory, archevêque de Kalocsa et commandant militaire expérimenté, plaidait pour une stratégie défensive. Attendre les renforts autrichiens promis, fortifier les positions le long de la Drave, harceler les lignes de ravitaillement ottomanes. Cette approche prudente avait du sens militaire. Les Ottomans opéraient loin de leur base. Chaque jour d'attente augmentait leurs difficultés logistiques. Mais Georges Zapolier, voïvode de Transylvanie et l'un des nobles les plus puissants du royaume, avait d'autres idées. Chapoliai contrôlait 15 000 soldats, près d'un tiers de toute la force militaire hongroise disponible. Sa présence sur le champ de bataille aurait transformé les probabilités. Au lieu de cela, il resta inexplicablement en Transylvanie, ses motivations restant obscures même pour les historiens modernes. Trahison calculée, ambition personnelle espérant hériter d'un royaume affaibli, simple couardise. Les chroniques offrent des théories contradictoires, mais le résultat fut catastrophique. Voici ce que les registres ne racontent pas sur ces 5 jours cruciaux entre le 24 et le 29 août. Le roi Louis, poussé par des nobles qui voyaient dans la bataille une opportunité de gloire personnelle plutôt qu'une crise nationale, prit la décision qui scella le destin de son royaume. Au lieu d'attendre les renforts ou d'adopter une stratégie défensive, il ordonna une marche forcée vers le sud pour rencontrer les Ottomans en bataille rangée. L'armée hongroise qui quitta Buda le 25 août comptait 25 000 hommes, 10 000 chevaliers lourds, l'aristocratie militaire du royaume dans leurs armures complètes, 8 000 fantassins mercenaires, principalement des Allemands et des Bohémiens, 5 000 cavaliers légers hongrois, excellents éclaireurs mais mal équipés pour affronter des janissaires, 2 000 servants d'artillerie avec 85 canons de divers calibres. Sur papier, une force respectable. En réalité, une armée hétérogène sans véritable unité de commandement, composée de seigneurs féodaux plus préoccupés par leur prestige personnel que par la coordination tactique. Le 28 août, les éclaireurs hongrois repérèrent l'avant-garde ottomane près des plaines de Mohacs. Les rapports décrivaient une force d'environ 20 000 hommes, séparés du gros de l'armée de Soliman par plusieurs kilomètres. Cette information déclencha l'enthousiasme fatal parmi les commandants hongrois. 25 000 contre 20 000. Avantage numérique décisif. Opportunité de détruire l'avant-garde ottomane avant que le reste de l'armée turque puisse intervenir. La logique paraissait impeccable. La réalité allait prouver que les Hongrois avaient gravement sous-estimé leur adversaire. Ce que les éclaireurs avaient identifié comme une avant-garde isolée était en fait la force d'élite de Soliman, positionnée délibérément pour attirer les Hongrois dans un piège tactique. Les 12 000 janissaires n'étaient pas séparés du reste de l'armée ottomane. Ils constituaient l'armée ottomane pour cette bataille, soutenue par 8 000 cavaliers sipahi. Le reste des 100 000 hommes de Soliman restait en réserve, inutile parce qu'inutilisés. Les Turcs n'auraient besoin que de leur élite pour détruire le royaume hongrois. La nuit du 28 au 29 août, les deux armées campèrent à moins de 5 kilomètres l'une de l'autre. Dans le camp hongrois, l'atmosphère oscillait entre confiance excessive et anxiété sourde. Les chevaliers affûtaient leurs lances, ajustaient leurs armures, se vantaient des exploits qu'ils accompliraient le lendemain. Le roi Louis, incapable de dormir, priait dans sa tente, entouré de prêtres qui bénissaient les bannières royales. Dans le camp ottoman, Soliman le Magnifique étudiait les cartes avec ses généraux. À 32 ans, le sultan avait déjà prouvé son génie militaire en conquérant Belgrade et Rhodes. Il comprenait que cette bataille ne serait pas simplement une victoire, mais une démonstration de supériorité ottomane destinée à terroriser toute l'Europe chrétienne. Ses ordres étaient imprécis, méthodiques, impitoyables. Les janissaires formeraient le centre, leurs mousquets créant un mur de feu infranchissable. La cavalerie sipahi protégerait les flancs et exploiterait les brèches créées par l'artillerie.
L'artillerie ottomane, 300 canons dont certains capables de tirer des boulets de pierre de 200 kg, se positionnerait pour briser toute charge de cavalerie avant qu'elle n'atteigne les lignes turques. Tandis que l'aube du 29 août approchait, les deux commandants préparaient leurs forces pour une confrontation qui redéfinirait l'équilibre du pouvoir en Europe centrale. L'un avec l'assurance de la jeunesse et la confiance dans la valeur chevaleresque, l'autre avec l'expérience de campagne victorieuse et la certitude que la discipline professionnelle écrase toujours le courage amateur. Attendez une minute. Avant de continuer, je dois vous poser une question. Avez-vous déjà pris une décision en étant absolument certain d'avoir raison, pour découvrir trop tard que vous aviez tout faux? Cette sensation dévastatrice où vous réalisez que votre confiance était votre pire ennemi, que tous les signaux d'alarme étaient là, mais vous étiez trop sûr de vous pour les voir. Écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent maintenant et qui vivent exactement ça en ce moment. Vous avez foncé dans une direction, convaincu de votre stratégie, et maintenant vous vous demandez comment vous avez pu être si aveugle. Vous n'avez pas besoin de raconter tous les détails si vous ne voulez pas, mais laissez-moi vous demander quelque chose. Écrivez dans les commentaires, tout simplement, j'ai foncé les yeux fermés, mais je vais apprendre. Sérieusement, copiez et collez ça. J'ai foncé les yeux fermés, mais je vais apprendre. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous écrivez ça, vous ne faites pas que vous défouler. Vous laissez un message pour quelqu'un d'autre qui va lire ça dans une semaine, dans un mois, qui est sur le point de faire la même erreur et va voir votre commentaire et va savoir qu'il n'est pas seul. Votre commentaire peut sauver quelqu'un aujourd'hui, et en même temps, vous vous engagez envers vous-même. Alors, allez-y, mettez la vidéo en pause maintenant, descendez en bas et écrivez. J'ai foncé les yeux fermés, mais je vais apprendre. Je vais lire chaque commentaire, je vous le promets. Vous n'êtes pas seul dans ça. Maintenant, laissez-moi continuer à vous montrer comment cette histoire se termine, parce que ce qui vient ensuite va vous donner exactement les munitions dont vous avez besoin pour votre propre bataille. Le 29 août 1526, à 9 h du matin, la bataille de Mohacs commença par le son de 300 canons ottomans tirant simultanément. Le bruit était indescriptible, un grondement continu qui faisait trembler la terre et terrorisait les chevaux hongrois avant même que le premier boulet n'atteigne sa cible. Les plaines de Mohacs se transformèrent instantanément en enfer. Les projectiles ottomans, tirés avec une précision qui témoignait de décennies d'expérience en artillerie de siège, déchiraient les rangs hongrois avant que leurs propres canons ne puissent riposter efficacement. Les boulets de pierre de 200 kg ne tuaient pas simplement des hommes. Ils pulvérisaient des sections entières de formation, créant des cratères remplis de corps brisés et de chevaux hurlants. Mais voici ce qui rend ce moment véritablement extraordinaire. Les Hongrois ne reculèrent pas. Malgré le carnage créé par l'artillerie ottomane, malgré la terreur évidente qui saisissait les chevaux et les soldats novices, la noblesse hongroise chargea. 10 000 chevaliers lourds, les héritiers de traditions militaires remontant aux croisades, lancèrent leurs montures vers les lignes janissaires avec un courage qui frôlait la folie. Leurs lances brillaient au soleil, leurs bannières claquaient au vent. Leurs cris de guerre résonnaient sur le champ de bataille comme un défi à la mort elle-même. Pendant 60 secondes, la charge hongroise sembla réussir. La masse de fer et de chair percuta les premières lignes ottomanes avec une force qui aurait brisé n'importe quelle armée européenne. Les chevaliers hongrois, protégés par des armures complètes pesant jusqu'à 40 kg, écrasèrent les premiers rangs de fantassins turcs. Leurs lances transpercèrent des dizaines de janissaires. Leurs chevaux de guerre piétinèrent tout sur leur passage. Pendant un instant, la victoire sembla possible. Puis les janissaires firent quelque chose que l'aristocratie militaire hongroise n'avait jamais rencontré auparavant. Au lieu de rompre sous l'impact de la charge, ils se reformèrent en formation carrée hérissée de piques et ouvrirent le feu avec leurs mousquets. 12 000 arquebuses tirèrent simultanément à 50 mètres de distance. L'effet fut dévastateur. Les balles de plomb perçaient les armures que les chevaliers croyaient impénétrables. Les chevaux, non protégés, s'effondraient en masses sanglantes, projetant leurs cavaliers au sol où des janissaires armés de yatagans les achevaient méthodiquement. En 5 minutes de combat rapproché, la fierté de la cavalerie hongroise fut décimée. 4 000 chevaliers moururent dans cette première charge, leur corps créant un rempart de chair devant les lignes ottomanes. Mais la véritable catastrophe commença lorsque la cavalerie sipahi ottomane, 8 000 cavaliers légers, qui avaient attendu patiemment sur les flancs, lança sa contre-attaque. Les sipahis n'attaquèrent pas frontalement comme les chevaliers européens.
Ils tournoyèrent autour des formations hongroises brisées, tirant des volées de flèches avec une précision mortelle, puis se repliant avant que les Hongrois puissent riposter. C'était une tactique raffinée sur des siècles de guerre de steppe, et l'armée féodale hongroise n'avait absolument aucune réponse tactique. À 10 heures, 1 heure seulement après le début de la bataille, la situation hongroise était passée de difficile à désespérée. La cavalerie lourde, l'arme principale du royaume, avait été réduite à des groupes isolés combattant pour leur survie. L'infanterie mercenaire, voyant la noblesse massacrée devant leurs yeux, commença à reculer malgré les ordres hurlés de leurs officiers. L'artillerie hongroise, mal positionnée et dépassée en nombre 4 contre 1, fut submergée par les équipes de janissaires qui tuèrent les servants et retournèrent les canons contre leurs anciens propriétaires. Regardez, je sais que vous n'êtes pas ici juste pour l'histoire. Vous êtes ici parce qu'à un moment de votre vie, vous aussi vous vous êtes senti dépassé, avec le dos contre le mur, pensant qu'il n'y avait pas d'issue. Et vous savez ce que j'ai appris en étudiant ces batailles? Que les plus grands leaders de l'histoire n'ont pas gagné parce qu'ils étaient plus forts ou avaient plus de ressources. Ils ont gagné parce qu'ils ont trouvé un moyen quand tout le monde disait qu'il n'y en avait pas. Si vous voulez continuer à recevoir ces histoires qui vous montrent comment renverser la situation quand tout semble perdu, qui vous inspirent à trouver votre propre stratégie face à l'adversité, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, je vous apporte des histoires réelles de gens qui ont transformé une défaite certaine en victoire impossible. Et écoutez, ce n'est pas que de l'histoire, c'est des munitions mentales pour vos propres défis. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Appuyez sur le bouton rouge là en bas et venez faire partie de cette communauté de personnes qui croient que l'impossible n'est qu'une opinion. À 10h30, le roi Louis II fit une dernière tentative désespérée pour sauver la situation. Rassemblant environ 2000 chevaliers survivants, il mena personnellement une charge contre le centre ottoman, espérant peut-être que tuer Soliman changerait le cours de la bataille. C'était un geste d'un courage suicidaire et d'une futilité tragique. Les janissaires, disciplinés comme des machines, laissèrent la charge royale se rapprocher à 100 mètres, puis ouvrirent le feu avec une salve qui tua la moitié des chevaliers en quelques secondes. Louis lui-même survécut à cette première volée, mais son cheval fut abattu sous lui. Avant qu'il ne puisse se relever, une deuxième salve le blessa mortellement. Le roi de Hongrie, 20 ans, mourut dans la boue des plaines de Mohacs, entouré de cadavres de ses nobles les plus fidèles. Sa mort déclencha l'effondrement final. Quand les soldats hongrois virent les bannières royales tomber, la discipline restante s'évanouit complètement. Ce qui avait été une armée devint une foule terrifiée cherchant à fuir. Mais les Ottomans avaient anticipé la déroute. La cavalerie Sipahi avait discrètement encerclé les positions hongroises pendant le combat. Maintenant, ils fermèrent le piège. La poursuite qui suivit fut méthodique et impitoyable. Les cavaliers turcs chassèrent les Hongrois en fuite à travers les plaines, les coupant en morceaux avec leurs sabres courbes. Les fantassins ottomans achevaient systématiquement les blessés, ne prenant que des prisonniers de valeur pour les rançons. À midi, seulement 2 heures après le début de la bataille, 22 000 soldats hongrois gisaient morts sur les plaines de Mohacs. 3 000 autres étaient prisonniers. Seules quelques centaines avaient réussi à s'échapper. L'armée ottomane avait perdu moins de 2 000 hommes, principalement dans les premières minutes quand la charge de cavalerie hongroise avait brièvement percé leur ligne. Le champ de bataille présentait des scènes qui hantèrent les chroniqueurs pendant des générations. 7 évêques catholiques morts dans leurs armures bénies. 2 archevêques décapités par des yatagans janissaires. 28 magnats, la haute noblesse hongroise, massacrés jusqu'au dernier. 500 chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, venus de Rhodes pour défendre la chrétienté, anéantis. Le corps du roi Louis fut retrouvé 3 jours plus tard, dans un marais où il s'était noyé en tentant de fuir, son armure trop lourde pour lui permettre de nager. Soliman le Magnifique observa le carnage avec satisfaction. En 2 heures de combat, il avait accompli ce que des générations de sultans avaient échoué à réaliser. Le royaume de Hongrie, rempart de la chrétienté contre l'expansion islamique, avait cessé d'exister. Les conséquences stratégiques se déployèrent avec une vitesse terrifiante. Les semaines suivant Mohacs révélèrent l'ampleur totale de la catastrophe hongroise. Soliman marcha sur Buda sans rencontrer de résistance. La capitale tomba le 10 septembre sans tirer un seul coup de canon. Les archives royales, les trésors accumulés pendant 5 siècles, les reliques sacrées de Saint-Étienne, tout fut chargé sur des chariots ottomans et expédié à Constantinople.
Mais voici ce qui rend cette victoire vraiment extraordinaire. Les Ottomans ne perdirent que 20 jours à occuper le royaume avant de se retirer au-delà du Danube. Soliman comprenait que maintenir une occupation permanente nécessiterait des ressources que même son empire ne pouvait fournir indéfiniment. Au lieu de cela, il installa un roi fantoche, Jean Sapoliaï, exactement le même noble qui avait refusé d'aider Louis avant la bataille. La Hongrie devint un État vassal ottoman, obligé de payer un tribut annuel de 100 000 ducats et de fournir des troupes auxiliaires pour les campagnes turques. L'impact psychologique sur l'Europe chrétienne fut dévastateur. Vienne, à seulement 200 km de Buda, se prépara frénétiquement à un siège qui semblait inévitable. Les princes allemands, réalisant que rien ne se dressait plus entre les Ottomans et le cœur de l'Europe, commencèrent à construire des fortifications selon les dernières techniques italiennes. Même Martin Luther, au milieu de sa réforme protestante, écrivit des traités reconnaissant la menace turque comme un châtiment divin nécessitant l'unité chrétienne. La bataille de Mohács prouva plusieurs vérités militaires qui résonnent encore aujourd'hui dans les académies de guerre modernes. Premièrement, que la technologie supérieure écrase le courage individuel. Les mousquets janissaires et l'artillerie ottomane avaient rendu obsolète la chevalerie lourde européenne, mais les nobles hongrois avaient refusé d'adapter leur tactique. Deuxièmement, que la discipline professionnelle bat toujours l'héroïsme amateur. Les janissaires, entraînés depuis l'enfance pour obéir sans question, maintinrent leur formation sous une charge qui aurait brisé n'importe quelle armée féodale. Troisièmement, que l'unité de commandement détermine les victoires. Soliman contrôlait chaque aspect de son armée avec une autorité absolue. Les Hongrois combattirent comme une collection de seigneurs indépendants cherchant la gloire personnelle. La leçon stratégique la plus profonde concerne l'arrogance. Les commandants hongrois avaient sous-estimé leurs ennemis en se basant sur des préjugés culturels plutôt que sur une évaluation réaliste. Ils voyaient les Ottomans comme des barbares orientaux, ignorant que l'Empire turc possédait l'administration militaire la plus sophistiquée du monde. Cette cécité culturelle transforma un désavantage numérique gérable en catastrophe totale. Mohács marqua un tournant dans l'histoire européenne. L'expansion ottomane, jusque-là une menace théorique pour l'Europe occidentale, devint une réalité existentielle. Les Habsbourg, reconnaissant qu'ils ne pouvaient défendre leurs frontières orientales avec des méthodes féodales, commencèrent à construire une frontière militaire permanente basée sur des fortifications modernes et des armées professionnelles. Ce système, développé en réponse directe au choc de Mohács, devint le modèle pour tous les États européens modernes. Laissez dans les commentaires quel moment de cette bataille vous a le plus marqué et comment vous allez appliquer cette leçon à votre propre défi. Construisons ensemble cette communauté de guerriers qui apprennent de l'histoire. Le 29 août 1526, sur les plaines de Mohács, 20 000 soldats ottomans accomplirent ce que les stratèges militaires considèrent encore comme l'anéantissement le plus rapide d'un royaume européen de l'histoire médiévale. En exactement 2 heures, de 9 heures à 11 heures du matin, le royaume de Hongrie cessa d'exister comme entité indépendante. La mathématique était brutale et inexorable. 22 000 Hongrois morts, 3 000 prisonniers, un roi noyé, une noblesse décapitée, un royaume réduit au statut de vassal ottoman. Tout cela avant que le soleil n'atteigne son zénith. Soliman le Magnifique avait prouvé que la supériorité technologique, la discipline professionnelle et le commandement unifié pouvaient accomplir en minutes ce que des siècles de guerre féodale ne parvenaient jamais à réaliser. La leçon de Mohács transcende l'histoire militaire. Elle nous enseigne que l'excès de confiance, le refus d'adapter nos méthodes et la sous-estimation de nos adversaires constituent une recette pour la catastrophe. Les nobles hongrois, croyant que leur courage et leur tradition chevaleresque suffiraient, ils découvrirent trop tard que le monde avait changé, que la guerre moderne appartenait aux professionnels disciplinés plutôt qu'aux héros individuels. En 2 heures de combat, une nation apprit que parfois, l'impossible n'est pas de gagner contre toute attente, mais de perdre tout ce qui semblait indestructible.